Yes, Don, we got a problem. Je m'appelle Oussama Ammar, je suis l'un des cofondateurs de The Family. Dans mon aventure entrepreneuriale, j'ai toujours été étonné par les gens qui venaient me voir et qui me disaient « J'ai une super idée, j'ai envie de démarrer mon entreprise ». Alors j'ai une réponse un peu mauvaise langue qui est de toujours répondre « Mais vous n'avez qu'une seule idée ». Avoir une idée, ce n'est pas une bonne raison de démarrer une aventure entrepreneuriale. C'est même une très mauvaise raison de démarrer une aventure entrepreneuriale. J'ai à peu près 50 idées par jour parce que je n'ai pas grand-chose à faire, donc j'ai le temps pour avoir des idées. Ça ne veut pas dire que je lance 50 entreprises. Si on lançait autant d'entreprises qu'on a d'idées, on serait tous des multimilliardaires ayant plein d'idées. Le problème, il n'est pas là. Le problème, justement, c'est qu'il y a cette phrase que j'ai entendue un jour lors d'un meet-up, justement, en Californie, par Dave McClure, qui s'est levé et a hurlé, comme il s'est hurlé, Your solution is not my fucking problem. Et qui m'a beaucoup fait rire, parce que d'un seul coup, je me suis rendu compte qu'effectivement, on avait trop vendu aux entrepreneurs de toutes parts à travers le monde ce mythe incroyable qui fait que la fondation d'une entreprise, la fondation d'une aventure entrepreneuriale commence par une idée. Et ce n'est absolument pas le cas. Ce qui est quelque chose de beaucoup plus important, c'est de pouvoir vous appuyer sur un socle qui est un problème, quelque chose que vous avez vraiment envie de résoudre, quelque chose qui vous empêche de vivre, quelque chose qui vous obsède. Et ce socle va devenir le réceptacle à de nombreuses idées. Parce que pour un problème donné, il existe rarement qu'une seule solution. Et trouver la solution optimale à un problème donné, ça peut prendre beaucoup de temps. Pensez quand vous étiez petit à l'école, on vous expliquait souvent que pendant les problèmes de maths, il n'y avait qu'une solution. Et en grandissant, vous avez appris qu'en fait, non. Pour un problème donné, il pouvait y avoir des milliers de solutions différentes, voire une infinité de solutions différentes. Et c'est exactement la même chose dans le monde entrepreneurial. Vous pouvez grandir un peu et vous verrez que pour un sujet donné, il y a des milliers de façons de le résoudre. Et c'est ce sujet-là qui va nous intéresser. Ce qui nous intéresse ici, c'est les sociétés technologiques et les sociétés scalables. L'aventure entrepreneuriale n'est protéiforme. Il y a plein de bonnes façons de faire de l'entrepreneuriat, il y a plein de façons de faire de l'entrepreneuriat. En tout cas, il ne s'agit pas d'un jugement de valeur, mais le seul cas d'entrepreneuriat qui, moi, m'intéresse et qui intéresse The Family au sens large, et donc les meet-up qu'on organise, sont les sociétés technologiques, les sociétés qu'on dit scalables. Alors scalable, c'est quoi? C'est le fait que, quelque part, vous pouvez atteindre l'échelle et que, quelque part, chaque client que vous servirez supplémentaire ne vous coûtera pas plus cher, ou du moins, on espère, vous coûtera moins cher que le client précédent. Donc les boîtes scalables sont des boîtes avec des coûts fixes très élevés et en général des coûts variables très faibles. Et ces technologies-là sont souvent identifiées par la technicité. Mais c'est une grande illusion. Alors c'est pour ça que j'ai fait ce slide pour préciser un peu les prémices de notre réflexion commune et les prémices du monde commun qu'on va essayer de bâtir. C'est que tout ce qui a un plug n'est pas technologique. Le monde technologique est un monde qui est caractérisé par quelque part le fait que cette révolution numérique est en train d'ouvrir plein de solutions, même dans des endroits où finalement il n'y a pas de plug. Vous pouvez bâtir des sociétés technologiques dans des endroits qui n'ont absolument pas l'air technologiques. Vous pouvez faire des startups et vous pouvez faire de la scalabilité et vous pouvez faire du numérique sans donner l'illusion d'en faire. Par exemple, j'ai vu récemment dans le deal flow de The Family une société fascinante qui est une société de cosmétiques qui ne fabrique aucun cosmétique, qui n'a aucune usine, qui n'a aucun produit, mais qui a une capacité incroyable, c'est que pour un cosmétique donné, ils peuvent vous prédire quelle va être la population cible la plus pertinente. Parce que, en fait, on ne le sait pas, mais ce qu'on met sur notre peau a une influence en fonction de notre génétique, etc. Et donc, il y a un vrai problème de matching. Et donc, ce qui va nous intéresser, nous, c'est la technologie au sens très large et pas simplement la technologie par le plus petit bout de la lorgnette. Ce genre d'entreprise dont vous entendez parler, Facebook, Amazon, Google, un peu moins Google, ce ne sont pas de vraies sociétés technologiques. Alors j'aime beaucoup le vrai société technologique parce que en fait, les problèmes technologiques qu'elles vont résoudre ne sont pas forcément évidents. Et pourtant, en fait, ces sociétés ont été confrontées par rapport à leur concurrence, par rapport à leur marché, à des challenges technologiques extraordinaires et à des problèmes extraordinaires. Souvent, on me dit, ouais, mais c'est bien beau de me dire il faut résoudre des problèmes, mais c'est quoi le problème que résout Amazon ou c'est quoi le problème que résout Facebook? Un truc que les gens sous-estiment, c'est qu'en fait, Amazon est en fait un travail de logisticien. Faire un site internet où vous allez déposer des objets et les vendre à une population à travers le monde,
En soi, l'idée est extrêmement simple. Mais vous pourriez passer à côté de la problématique essentielle qu'il faut réussir à livrer les gens. Parce que le coût de vendre des choses en ligne et de jamais livrer les gens, ça a marché à peu près 1 an sur Internet. Il y a eu une année bénite. Mais après, les gens sont habitués à recevoir ce qu'ils commandaient. Et donc, il y a un problème terrible s'est posé, c'est celui de la logistique. Et vous n'imaginez pas à quel point Amazon a développé des choses incroyables. Par exemple, est-ce que vous avez remarqué que quand on reçoit un colis Amazon, il fait toujours exactement la bonne taille pour ne pas perdre de carton? Ben ça, c'est parce qu'ils ont développé le premier robot à taillage de carton. C'est un problème terrible parce que le carton dans la livraison, c'est 4 à 5% d'impact sur les revenus annuels d'Amazon. Quand on sait que Amazon est à moins de 2% de marge nette en moyenne sur les produits, vous comprenez que gagner 4 à 5% peut être un vrai problème. Et en fait, qu'est-ce que c'est Amazon? Vous avez deux façons de le voir. Vous pouvez voir Amazon de la pire façon qui soit, c'est-à-dire un site qui vend en ligne des objets à des utilisateurs. Mais vous pouvez aussi le voir comme un acteur technologique qui a résolu tous les problèmes que ça pose de vendre de façon efficiente quelque chose à des milliers d'utilisateurs à travers le monde. Et ça, d'un seul coup, en fait, on voit la profondeur d'Amazon, on voit la profondeur stratégique d'Amazon, on voit la profondeur d'exécution d'Amazon, et on peut écrire des bouquins entiers sur la gestion à l'Amazon. Et souvent, si vous voulez un conseil et si vous voulez un réflexe en tant qu'entrepreneur, arrêtez de croire la presse, ne lisez jamais la presse, sortez de la presse, allez sur les blogs, allez chez les gens informés. Le point important à retenir là-dedans, c'est que rien que la technologie, par exemple, de recommandation d'Amazon, c'est des dizaines d'ingénieurs à plein temps. Parce que la technologie de recommandation d'Amazon, ça a un impact sur leur bottom line, sur leur façon de gagner de l'argent, qui est extraordinaire. Bien plus grande que simplement faire le énième site qui vend en ligne. Il y a plein de raisons de rater. Vous pouvez même voir une de mes vidéos en ligne sur les 20 raisons de rater. Petite pub personnelle. Mais il y a quelque chose d'assez fascinant sur les ventures Internet. C'est beaucoup de gens se comportent sur Internet comme si Internet n'existait pas. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Là, on assiste, en ce moment, il y a une grande mode des MOOC et il y a une grande mode de l'école. On fera un Houston We Got Problem sur l'éducation. C'est quand même fascinant de voir tous ces gens mettre tous les problèmes qu'il y a dans la salle de classe en ligne. Et c'est fascinant comme tous ces gens se comportent comme si, en fait, Internet ne changeait rien au rapport prof-élève. Toutes les sociétés qui ont massivement failé, c'est-à-dire toutes celles qui ont eu le droit à des fundings très importants, à avoir levé énormément d'argent et qui ont quand même fini dans le mur, moi je trouve qu'il y a une caractéristique assez commune entre toutes ces sociétés, c'est que quelque part, elles se sont toujours comportées comme si Internet n'existait pas. En 2000, je me souviens de cette discussion fascinante entre des experts, mais Amazon est débile parce qu'ils investissent dans des stocks et ils investissent dans de la logistique. Et Internet, en fait, c'est juste le petit magasin en ligne. Personne n'a vu que stratégiquement, c'était quand même assez malin de prendre une position dominante extraordinaire qui faisait que 90% de la logistique dans le monde était dirigée par Amazon. À tel point qu'aujourd'hui, l'une des lignes de revenus, pour revenir sur Amazon, qui est un cas fascinant de gens qui réfléchissent au problème, aujourd'hui, Amazon gère 90% de la logistique des boutiques en ligne assez importantes aux États-Unis. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'ils ont développé ils ont tellement résolu ce problème qu'ils sont en train de le résoudre à leurs concurrents. Et vous savez, c'est un peu les stratégies comme dans Le Seigneur des Anneaux, quoi. Si vous donnez l'anneau qui les contrôle tous, c'est un peu ça. Vous imaginez si tout le monde dépend de votre système de logistique, vous êtes maître en fait de leur politique de prix, vous êtes maître de leur politique de livraison et vous êtes maître d'à peu près tout ce qui se passe entre eux et les clients. Ils peuvent avoir toutes les vitrines qu'ils veulent, tous les sites qu'ils veulent, toute l'intimité qu'ils veulent avec leurs utilisateurs. Il n'empêche qu'il y a quelqu'un qui maîtrise une chaîne de la valeur qui est extraordinaire. Un autre débat qui me fascine, et c'est pour ça qu'on fait ce meet-up, ce meet-up est né d'une discussion avec le garçon qui passe le slide, Hugo, qui est né aussi d'une frustration et d'un problème que nous, on rencontre à The Family et qu'on essaie de résoudre là collectivement, et j'espère qu'on sera de plus en plus. C'est que je suis fatigué d'être pitché par le prochain réseau social de chiens. J'en peux plus. Ça commence à devenir ingérable. Et c'est à se demander, mais s'il y a la moindre ambition et la moindre technologie qui reste en fait en ce bas monde. Il y a un fonds d'investissement très célèbre aux États-Unis qui a été ouvert par Founder Fund, qui a écrit un article que je vous invite tous à lire, qui s'appelle « On a demandé des voitures volantes et ils nous ont donné 140 caractères », qui
Tout est résumé dans le titre. Il est assez fascinant. Et la question qui se pose, en fait, c'est pourquoi finalement tous les gens qui essaient de fonder des startups, tous les gens qui ont des idées startups, finissent avec des idées si peu ambitieuses. Qu'est-ce qui s'est passé en chemin? Alors, comme Hugo est le gentil de la bande, il m'a dit, mais c'est peut-être parce qu'on ne leur a pas assez expliqué la démarche intellectuelle qui amène à repérer les bonnes opportunités. Alors, comme j'étais le méchant de la bande, j'ai râlé et puis finalement, on fait un meet-up. Et en fait, on va voir ensemble comment on raisonne sur ce genre de sujet. Parce que, vous savez, le plus terrible quand on cherche des idées de start-up, c'est d'essayer d'aller dans des catégories qui existent déjà. Et si vous regardez tout ce qui est marquant des 10 dernières années, des 20 dernières années, des 100 dernières années, on est toujours face à des pionniers qui réinventent leur catégorie, même quand ils n'inventent pas leur catégorie. Prenez le cas d'Airbnb. Airbnb est fascinant. Airbnb, aujourd'hui, ça commence comme une plateforme où c'est la chambre chez l'habitant. Qu'est-ce qui vous dit que dans 3 mois ou dans 6 mois, vous n'allez pas pouvoir réserver votre hôtel sur Airbnb? Elle est où la distance entre réserver une chambre chez l'habitant, réserver un appartement en entier, réserver une bicoque en Grèce, réserver une chambre d'hôtel? Finalement, tout ça, c'est du Airbnb. Parce que ce que Airbnb essaie de résoudre, ce n'est pas de vous trouver une chambre chez l'habitant. Ce n'est pas une idée Airbnb. Airbnb, c'est une attaque frontale sur un problème. Je ne sais pas où je vais dormir pendant mon voyage. Vous voyez la différence? Et quand on raisonne comme ça, d'un seul coup, on voit les perspectives. On comprend pourquoi des espèces de cinglés mettent des milliards sur ce genre de boîte. On peut toujours prendre les problèmes de deux côtés. On peut se dire, soit les gens sont vraiment des abrutis, ils ont mis 300 millions dans Airbnb pour que des mecs aillent dormir chez des inconnus. Ou on peut se dire, tiens, ils ont vu quelque chose que je n'ai pas vu, et il y a peut-être une opportunité monumentale qui est en train de se bâtir. Et l'opportunité monumentale, elle est où? Elle est qu'une fois que vous avez capté la communauté, une fois que vous avez capté les gens qui cherchent où dormir, finalement leur proposer un hôtel, un appartement, une villa, un pays entier ou je ne sais pas quoi, c'est finalement qu'une solution au même problème. Et ce que Airbnb est en train de faire, c'est non seulement de devenir le maître de ce problème, mais en plus de redéfinir par là même sa catégorie de façon tout entière. Et c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que si vous voulez avoir ne serait-ce qu'un soupçon d'ambition, vous devez à un moment ou un autre raisonner en termes de marché. Vous devez à un moment ou un autre raisonner en termes d'espace. Retenez cette règle très simple. C'est que si vous ne gênez personne, c'est que ce que vous faites ne compte pas. Et si vous regardez à peu près tous les succès qui ont compté sur les 15 dernières années, quelque part, ils gênent tous quelqu'un. Google a rendu fou des milliers de boîtes, à tel point qu'à un moment donné, dès que vous leviez de l'argent, les investisseurs demandaient « oui, imaginez que Google veuille se lancer là-dedans ». C'était devenu la blague. Là où je veux en venir avec tout ça, c'est que finalement, l'une des premières caractéristiques derrière toutes ces sociétés-là, c'est que quelque part, vous devez avoir la volonté de changer radicalement le monde. Et l'une des meilleures façons de trouver comment changer radicalement le monde, c'est de réfléchir aux problèmes plutôt que de réfléchir aux solutions. Alors, comment on démarre? Alors, la grande question, c'est comment on fait pour avoir des idées de start-up. Et c'est ça qu'on va analyser. Alors, je vous l'ai dit, regardez les problèmes plutôt que les solutions et apprenez à pitcher les problèmes. On le fera industrie par industrie, on le fera pitch par pitch. Savoir montrer à quelqu'un qui a un problème, c'est aussi savoir montrer à quelqu'un qu'il y a une opportunité. La pire chose que vous puissiez faire, c'est trouver des idées qui ont un risque design ou un risque produit ou un risque technologie ou un risque usage ou tout ce que vous voulez comme risque faible et un risque marché fort. Il faut chercher l'inverse dans le venture. Pourquoi? Parce que ces boîtes avec des risques marché forts et des risques produits faibles, tout le monde est déjà dessus. Et tout le monde est déjà dessus avec des moyens qui vous dépassent de très loin. Ce ne sera jamais vous avec votre cofondateur ou vos deux cofondateurs. Vous ne pourrez jamais attaquer de front quelque chose avec une structuration pareille. Tandis qu'attaquer des choses qui semblent impossibles, tout en étant possibles en fait, attaquer des choses qui semblent impossibles, fait que ça vous laisse tout le temps possible, le temps d'exploiter l'opportunité. Et le jour où vous exploitez l'opportunité, en fait, il est trop tard. Avant tout, mentalement, il faut tuer l'effet Hollywood. Alors, c'est quoi l'effet Hollywood? C'est un phénomène, moi, qui me fascine. C'est pourquoi Hollywood est tellement mauvais à prédire le futur depuis 60 ans. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il n'y a vraiment aucun scénariste d'intelligent. Enfin, est-ce que vous avez... Qui a vu Retour vers le futur 2 ? En quelle année se passe Retour vers le futur 2 ? Exactement, c'est en 2015. Et alors, vous le voyez, le décalage entre notre réalité et Retour vers le futur ? Et alors, il est où l'enjeu, en fait ? Pourquoi Hollywood est tellement mauvais à prédire le futur ? Pour une raison très simple, en fait. C'est que ce que Hollywood essaie de faire, c'est de trouver des idées qui semblent plausibles. C'est de trouver des choses qui font que le spectateur se dit « Ah oui, j'ai une voiture, donc imaginons une voiture volante. » Mais le problème, c'est qu'on n'a pas besoin de voiture volante, on a juste besoin d'une meilleure façon de rouler. Et Henry Ford l'avait très bien vu. Il a dit « Si j'écoutais les gens, j'aurais fait des chevaux qui vont plus vite. » Dopés. Mais non, parce que la voiture est un phénomène qui est imprédictible en soi. La bonne idée, c'est toujours quelque chose qui doit choquer et étonner les gens. Si le premier moment où vous explosez votre start-up et que vous suscitez autour de vous un enthousiasme immédiat, indéfectible, incroyable, méfiez-vous, il y a un problème. Je peux vous le dire. Ça veut dire que l'idée est hyper évidente, ça veut dire que tout le monde y a déjà pensé, et ça veut dire donc que, comme tous les gens, que vous allez vous planter. L'opportunité entrepreneuriale, elle n'est pas là. L'une des bonnes façons de trouver des problèmes, c'est de trouver des problèmes que vous avez vous-même. Alors ça, c'est une excellente façon. C'est ce qu'on appelle les idées organiques. Pourquoi ? Parce que, en général, quand vous cherchez des problèmes que vous avez vous-même, vous évitez l'effet Hollywood. Parce que le problème de ces scénaristes, c'est que de toute évidence, ils ne cherchent pas des problèmes, ils essaient simplement d'imaginer l'extension de ce qui existe déjà. Alors l'extension de ce qui existe déjà est rarement ce qui se produit, et rarement ce qui aboutit. Alors que trouver des problèmes que vous rencontrez tous les jours, c'est la meilleure façon de trouver des opportunités. Parce que si vous avez ce problème, vous pouvez imaginer relativement raisonnablement que d'autres gens vous ressemblant auront les mêmes problèmes. Alors, alors je sais qu'on est tous uniques, merveilleux, extraordinaires. En fait, on est tous incroyablement déterminés et plein de clichés. Et donc, vous pouvez vous projeter 2 minutes. Le premier avantage, c'est que ça vous permet de vérifier que le problème existe déjà. Deuxième avantage, c'est que ça permet d'éviter l'effet sitcom, l'effet Hollywood dont je parlais tout à l'heure. Troisième avantage, c'est que si vous êtes suffisamment honnête avec vous-même, vous saurez si le problème est important ou pas. Il n'y a rien de pire que s'attaquer à des problèmes insignifiants. Il n'y a rien de pire que s'attaquer à des problèmes qui ne comptent pas et regarder autour de vous la start-up moyenne. Vous êtes déjà demandé pourquoi les start-up foirent autant? Moi, j'ai une grande théorie. C'est que d'un point de vue micro, il y a plein de raisons. Vous pouvez rater votre start-up parce que je n'ai pas eu la bonne subvention, parce que je me suis engueulé avec mon cofondateur, parce que je ne me suis pas levé le matin pour aller à mon rendez-vous, histoire véridique, parce que tout ça. Mais en fait, la vérité, si on est tous honnêtes vis-à-vis de nous-mêmes, la seule chose qui fait qu'une start-up ne réussit pas, d'un point de vue macro, c'est qu'elle fabrique quelque chose dont tout le monde s'en fout. Et merci, j'apprécie le bon public. Parce qu'elle fabrique quelque chose dont tout le monde s'en fout. Et pourquoi elle fabrique quelque chose dont tout le monde s'en fout? Parce qu'elle s'est convaincue que c'était une bonne idée. Et parce que quand vous regardez des problèmes, la vérité, c'est qu'il ne faut pas plus de 3 minutes pour savoir si un problème compte ou pas. Moi, je peux vous en raconter plein de problèmes qui comptent. Regardez, l'accès à l'eau. L'accès à l'eau, c'est un vrai problème pour 1 milliard d'habitants sur Terre. Je connais quelqu'un qui a développé une pastille, vous la mettez dans l'eau, vous la mettez au soleil, et en fait, l'eau a une propriété magique, c'est que laissée suffisamment longtemps au soleil, elle finit toujours par devenir saine. Le problème, c'est que son aspect ne change pas. Donc, vous ne pouvez pas savoir si elle est potable ou pas. Cette pastille devient verte lorsque l'eau devient potable. Et elle coûte à peine 1 centime à fabriquer. Vous voyez le marché? Vous voyez l'opportunité? Alors oui, on peut se dire, peut-être que je ne vais pas trouver une solution pour fabriquer cette pastille. Le jour où cet entrepreneur s'est lancé, il peut se dire, bon, bah, cette pastille magique, elle est peut-être extrêmement compliquée à mettre au point. Mais par contre, imaginons tous 3 minutes que cette pastille existe, et que cette pastille fonctionne, et que cette pastille coûte moins d'1 centime. Vous croyez vraiment que ça ne va pas être un succès? Parce que, évidemment que le problème compte. Boire, dans le genre problème vital dès le matin, ça se pose en numéro 1, ou 2, après l'air. Et donc, quand vous avez cette démarche, d'un seul coup, vous pouvez être honnête vis-à-vis de vous-même. Et alors, le gros problème, donc l'autre façon que de résoudre
les problèmes qu'on a soi, c'est de regarder les problèmes que les autres ont. Alors ça, c'est très compliqué. Savoir lire les gens et savoir lire les choses, c'est beaucoup plus compliqué que se connaître soi-même et se connaître soi. Mais le problème, c'est que quand on a vécu peu de choses ou qu'on est relativement jeune ou qu'on a peu d'expérience, ça peut être dur de trouver dans sa vie des problèmes qui comptent, surtout dans notre monde développé. Finalement, il y a quand même pas mal de problèmes qui ont été résolus pour nous. Donc l'autre technique, c'est de regarder. Alors le gros problème quand vous faites ça, c'est qu'il faut faire très attention à ce que les gens disent. Il y a une distance incroyable entre ce que les gens disent et ce que les gens pensent. Et faites très attention à cet effet qui est de dire, le jour où vous exposez votre problème à quelqu'un, et quelqu'un vous dit « Ah oui, moi ça ne m'intéresse pas, mais je vois bien des gens qui l'ont ». Quand vous aurez fait le tour de 6 milliards d'habitants avec cette phrase-là et que vous reviendrez à la première personne, vous verrez à quel point les gens peuvent se mentir à eux-mêmes sur les problèmes qu'ils peuvent eux-mêmes avoir. Donc, autant l'enthousiasme de type « Ah, c'est génial, c'est une bonne idée, méfiez-vous-en », autant l'enthousiasme de type « Ah, mais c'est incroyable, j'avais pas vu ce problème, il faut s'en méfier encore 2 fois plus ». Un problème important, les gens sont prêts à payer même si le produit n'est pas prêt. Vous ne mentez pas à vous-même. On n'est plus dans un monde où vous avez besoin de fabriquer pour vendre. Aujourd'hui, vous pouvez vendre avant même de fabriquer. Et ça montre qu'aujourd'hui, vous pouvez exposer à peu près n'importe quel problème et proposer aux gens de payer alors que rien n'est prêt. Et ensuite, après, si suffisamment de gens ont payé, vous courez après. Il y a des gens qui appellent ça Kickstarter. Je pense que c'est la façon la plus… vous n'imaginez pas le nombre de trucs qui n'existent pas sur Kickstarter avant d'exister. Et en fait, Kickstarter, vous pouvez le faire dans la vie de tous les jours. Tous les jours, il y a une opportunité de kickstarting. Choisir de bâtir quelque chose qu'un qu'un grand nombre de gens veulent, ou plutôt un peu, et choisir quelque chose que les gens veulent beaucoup pour un petit nombre, choisissez la solution de niche. Ne sous-estimez pas à quel point toutes les grandes idées démarrent avant tout par une niche. Alors, je ne vais pas vous refaire le coup de Facebook a démarré à Harvard, tout ça, tout le monde le connaît. Pensez Google, c'est le moteur de recherche de Stanford. C'est une niche très particulière, Stanford. C'est des gens qui ont besoin d'accéder à l'information en temps réel le plus rapidement possible pour être au point sur leur dernière recherche. Et vous pouvez prendre à peu près n'importe quelle entreprise qui compte aujourd'hui et qui est devenue géante. Elle a toujours commencé par une niche. Ne sous-estimez pas, le ridicule des niches peut perturber, le ridicule des niches peut faire que les gens se disent « oui, mais ce n'est pas important ». La seule chose qui compte, c'est que le problème soit suffisamment important pour cette niche pour que les gens soient assez désespérés pour payer alors que vous êtes simplement 2 fondateurs de start-up sortis de nulle part. Et n'oubliez pas, vous devez vous appuyer sur le désespoir. Vous savez, c'est toujours la blague, c'est beaucoup plus simple de vendre un comprimé à un type qui a la migraine que des vitamines à un mec pour qu'il se sente mieux. Surtout si vous êtes le seul comprimé à 400 km aux alentours. Et si vous trouvez ce genre de structuration où vous êtes le seul comprimé à 400 km alentour, même si c'est un tout petit groupe de gens, vous allez pouvoir les faire raquer tellement que vous pourrez trouver plein d'autres problèmes. Et il est là le but du jeu. Le but du jeu est d'être stratège. Si vous voulez apprendre à être stratège, jouez à risque. Il n'y a pas mieux. Mais vous apprendrez qu'à risque, le but du jeu, c'est de conquérir les pays un par un. On voit toujours les débutants aller sur tous les pays à la fois et se faire ravager au 5e tour. Eh bien, évitez ça avec votre start-up. Il faut apprendre à dire non. Il faut apprendre à ne plus croire aux idées. Il faut apprendre à ne pas être passionné par les solutions. Il faut apprendre à dire non. Et surtout, il faut chercher des problèmes qui comptent. Quand on commence dans une niche, il y a quelque chose d'extrêmement stressant. Si vous êtes un minimum ambitieux. C'est de se dire, mince, je vais rester prisonnier de ma niche. Mince, je vais rester prisonnier de mon groupe. Alors, 2 réponses là-dessus. La première, savoir si une niche va devenir quelque chose de géant et si votre problème porte en lui le gemme de devenir la boîte de demain. C'est extrêmement compliqué, c'est rarement obvious, c'est rarement clair. Si c'est clair, comme je vous le disais tout à l'heure à la première vue, méfiez-vous, c'est qu'il y a anguille sous roche. Mais plus important que ça, n'oubliez pas que votre vie est longue, que votre vie est compliquée et que votre vie est pleine d'opportunités. Finir dans une niche et être prisonnier d'une niche, c'est aussi quelque part avoir réussi une fois dans sa vie à bâtir quelque chose que des gens veulent. Ok, ils étaient un tout petit groupe. Ok, ils ne vous ont pas transformé dans le prochain Zuckerberg. Mais au moins,
vous avez quelque chose à raconter aux gens. Au moins, vous venez d'un seul coup de passer du côté de la barrière des gens qui font des choses. Et je peux vous dire que cette barrière-là, il faut la passer, il faut avoir le courage de la passer, et vous verrez que la vie est beaucoup plus sympa de ce côté-là de la barrière que de l'autre. Parce que des gens qui ont des idées incroyables, qui vont changer le monde, il y en a à tous les coins de rue. Des gens qui ont inventé la prochaine solution, j'ai même eu récemment la voiture pour les dunes, pour voler au-dessus des dunes. Ça, il y en a plein, des loufoques, tout ce que vous voulez, il y en a énormément. Mais par contre, des gens qui ont réussi un jour à rendre la vie d'une population donnée, quelle que soit la taille, meilleure, ça, il y en a très peu. Et les gens comme vous vous repéreront et vous feront rentrer dans cette communauté d'esprit. N'oubliez pas qu'on ne peut pas bâtir quelque chose tout seul. C'est très dur de bâtir des choses toutes seules. Et si on veut réussir, il faut attirer à soi des talents, il faut attirer à soi des cofondateurs, il faut attirer à soi plein de choses, plein de ressources. Et la meilleure façon de le faire, c'est de commencer dans ce chemin à bâtir des choses. Donc oui, toutes les stratégies de niche ne finissent pas en start-up géante. Si vous sortez de là en disant aux gens « Ouais, j'ai rencontré un gars, il est complètement psychopathe », il pense qu'en faisant une niche à succès, je vais fonder le prochain Google, donc je vais trouver 3 voisins qui sont d'accord pour acheter mon truc. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est qu'en faisant ça, vous aviez réduit de 90% le risque, mais que le problème, c'est que les 10% restants étaient très durs. Mais ce n'est pas grave, parce que de toute façon, à partir de ça, vous pourrez toujours bâtir quelque chose d'autre. Alors qu'à partir du fait de simplement essayer de convaincre les gens de votre idée, ça, je vous assure, ça finit jamais nulle part. Vous imaginez pas le nombre de gens qui peuvent venir à The Family nous expliquer que ça fait 5 ans qu'ils travaillent sur leur idée. Et je vous le dis très personnellement. Une partie de moi, ça me fait sourire. Mais au fond de moi, ça me rend très triste. Parce que dans ce monde, vous pouvez perdre de l'argent, vous pouvez perdre des gens, vous pouvez perdre un travail, vous pouvez perdre des idées, vous pouvez perdre des projets, vous pouvez perdre tout ce que vous voulez, tout est remplaçable. Même Bernard Tapie lève encore des fonds. La seule chose qui n'est pas remplaçable, c'est le temps. La seule chose que vous ne pourrez jamais remplacer quand vous l'avez perdu, c'est le temps. Et on ne perd pas son temps en échouant, on perd son temps en ne faisant pas. Si vous passez 5 ans à faire 5 projets qui foirent les uns après les autres, il y a encore de l'espoir pour vous. Vous avez augmenté les chances de succès, parce qu'au bout d'un moment... Mais si vous passez 5 ans à espérer que quelque chose va décoller ou que vous allez avoir un déclic ou que les gens vont enfin comprendre votre génie envers et contre tous, alors là, je peux vous dire, c'est perdu d'avance. Et jouez pas à ce jeu-là parce qu'il est extrêmement dangereux. Alors, ça c'est mon schéma préféré, c'est la division binaire du monde. Alors, je dois avouer moi-même un problème. Un jour, j'ai fait de la philo dans ma vie. Et donc, j'en suis sorti traumatisé, comme tous les gens qui sont en philo. Et alors, il y a un schéma en philo qui s'appelle le diagramme de Wemer. Alors, je le sors à tous les coups. C'est que je peux vous dire, le monde est divisé en 2 catégories, les bonnes idées et les mauvaises idées. Et l'opportunité entrepreneuriale, elle est à l'intersection des deux. C'est toutes les bonnes idées qui ont l'air d'être mauvaises. Pourquoi? Parce qu'une bonne idée, qui a l'air d'être une bonne idée, est déjà attaquée par le monde de la grande entreprise. Vous voyez ça? C'est le monde de la grande entreprise. Et puis, dans le monde de la grande entreprise, le coup du cheval victorieux de David contre Goliath qui écrase tout le monde, ça n'existe pas. Hein. Ça, c'est les films pour enfants. Toutes les petites sociétés qui ont écrasé des géants, c'est parce qu'à un moment, le géant n'a pas compris qu'il était en train de se faire défoncer. Si le géant est conscient qu'il est en train de se faire défoncer, il a des milliers de moyens de vous écraser. Hein. Faut pas sous-estimer ça. L'opportunité des startups, elle est là. C'est ça le monde des startups. Pardon, c'est l'inverse. Je suis à l'envers. Donc ça c'est le monde de la grande entreprise et ça, c'est le monde des startups. Alors, le monde des startups, c'est quoi? C'est tous ces gens qui travaillent sur des choses, on se dit, ah, ouais, encore un, ou je ne sais pas trop, ou ça a l'air un peu bizarre. C'est toutes ces bonnes idées qui ont l'air d'être des mauvaises. Mais j'adore ce diagramme pour une raison très simple, c'est qu'il vous montre que la majorité des mauvaises idées sont en fait des mauvaises idées. Et elle est là, toute la subtilité. La subtilité, c'est est-ce que vous êtes de ce côté-là ou de ce côté-là de la barrière? Et vraiment, en fait, c'est pour ça que si vous croyez vraiment dans votre idée, vous allez avoir des gros problèmes. Parce que le problème, c'est que vous n'allez jamais savoir si votre idée, elle est là ou là. Alors, l'avantage des problèmes, c'est quoi? C'est que quand vous réfléchissez au marché en type de problème,
bah, vous savez qu'il y a un besoin, parce qu'il y a un problème. Et donc, le but du jeu, c'est quand vous mettez ce problème en matrice par rapport à ce diagramme, le but du jeu, c'est d'essayer un maximum d'idées pour finir par taper dans le mille. Ça peut être plus ou moins long, vous pouvez avoir plus ou moins de chance. Mais c'est beaucoup plus facile de taper dans le mille quand on essaie de défendre un problème et d'être prêt à faire n'importe quoi pour résoudre ce problème, que de taper dans le mille quand on est persuadé que son idée qui est là est en fait une bonne, et passer son temps à la défendre contre vent et marée. Il ne faut pas confondre détermination et obstination. Détermination, c'est se dire « je ne dormirai pas tant que ce problème ne sera pas résolu ». L'obstination, c'est se dire « je ne dormirai pas tant que tout le monde n'a pas compris que ma solution est la bonne ». Une bonne stratégie, c'est vivre dans le futur, au présent. Alors vivre au futur, au présent, ça a un inconvénient, ça a un grand avantage. L'avantage, c'est que vous allez devenir enthousiaste, vous allez produire énormément de dopamine, vous allez être très optimiste et vous allez être incroyablement résistant à la critique. Parce que les gens qui vivent dans le futur, ils sont heureux. C'est rare de trouver des pessimistes imaginants et vivant dans l'apocalypse au temps réel. En général, les pessimistes sont passéistes. Ils vivent dans le passé. C'était mieux avant. Il y a très peu de pessimistes, ça existe peut-être, mais il y a très peu de pessimistes qui vivent au futur. Ça n'existe pas. Mais alors, le gros inconvénient de ça, c'est finalement d'oublier le sens du timing et d'oublier le sens de l'histoire. Vous savez, on entend tous ces histoires de types qui viennent vous expliquer « ouais, j'ai lancé Facebook 10 ans avant Facebook, mais c'était trop tôt ». Le problème, c'est que le timing est une part très importante de la réussite entrepreneuriale. Et donc, vivre dans le futur, c'est une très bonne façon. Et le meilleur moyen de se raccrocher au présent, c'est de vivre au futur en essayant de résoudre des problèmes que les gens ont déjà. Si vous commencez votre pitch par dans 5 ans, tout le monde aura… imaginons que vous vouliez lancer une société de mobile apps et que vous lancez ça en 1998 et vous dites dans 10 ans, tout le monde aura un smartphone et donc je serai en position pour prendre 100% du marché avec ma solution de développement de solutions d'app. À votre avis, quelle est la probabilité de succès? 0. Alors pourquoi? Parce que 1, il va falloir tenir 10 ans, c'est très compliqué. 2, une fois que vous serez arrivé au bout des 10 ans, vous allez vous retrouver dans la situation où plein de gens vont voir le problème et vont vous concurrencer, mais eux, ils seront jeunes et frais, ils n'auront pas 10 ans d'emmerde derrière eux. Et puis en plus, 3, encore plus terrible que tout ça, parce qu'imaginons que vous ayez suffisamment d'argent pour pouvoir tenir, que vous êtes suffisamment résistant pour ne pas vieillir. Bah en plus, le pire, c'est que vous risquez de développer un truc à côté de la plaque parce que vous vous êtes trompé en fait sur les besoins. Parce que c'est quand même très dur de voir très loin. Vivez dans le futur, mais vivez à 5 ans, pas à 50 ans. Je réinsiste là-dessus. L'une des façons les plus faciles de développer des projets entrepreneuriaux, c'est de trouver des choses qui vous énervent vraiment. Des choses qui, vraiment, dans votre vie, sont une gêne journalière. Et alors, encore une fois, sous-estimez pas les opportunités qu'il y a dans toutes les vieilles industries. Notre monde, surtout pour la génération des gens nés dans le numérique, est un grand mystère d'inefficience. On se demande toujours pourquoi les choses sont faites de telle façon, etc. Et il y a quelque chose que vous devez retenir, c'est que finalement, les choses sont faites de telle façon parce qu'un jour, quelqu'un les a designées de cette façon et que peut-être personne s'est demandé depuis si elles étaient bien faites ou pas. Vous imaginez pas comme faire les choses, comme résoudre le problème des gens, c'est quelque chose qui peut rapporter. Et même dans des domaines qu'on a l'impression qu'ils sont battus et rebattus. Vous savez, Mailbox par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette app qui est l'une des croissances de l'année, qui s'est vendue au bout de 3 mois pour 100 millions de dollars à Dropbox. Il y a quelque chose d'assez fascinant avec Mailbox, c'est qu'ils ont développé quelque chose que seule une niche d'utilisateurs peut avoir besoin. C'est les gens recevant plus de 80 emails par jour. La niche des gens recevant 80 emails par jour important est quand même très faible. Mais finalement, à l'échelle de l'humanité, c'était plusieurs dizaines de millions de personnes. Et quelle que soit leur langue, ils ont téléchargé Mailbox. Et j'ai jamais vu quelqu'un dans mon entourage qui a ce problème-là ne pas tomber amoureux immédiatement pour Mailbox et utiliser Mailbox et supprimer le logiciel mail. Et alors, ils ont eu plein de problèmes en chemin parce qu'ils sont lents, etc. Mais finalement, malgré tout ça, les gens continuent à l'utiliser.
Et elle est là finalement l'opportunité, c'est que quand vous avez des choses qui agacent vraiment les gens, regardez, on est dans un pays où tout est compliqué. L'administration est compliquée, la comptabilité est compliquée, les avocats sont compliqués, à peu près toute profession réglementée en France est compliquée, parce que justement elle est réglementée. Les assureurs, c'est compliqué. Prenez les sources de râlerie. Il y a quelque chose d'assez marrant à faire, c'est sur Google Trend, de regarder les sources de râlerie dans Google, de quoi les gens se plaignent, et de regarder la tendance depuis le début de l'Internet. Et il y a des choses incroyables. Conseils en fiscalité, mauvais fiscaliste, ça fait des courbes comme ça, qui grandissent. Et vous pouvez trouver plein de domaines. Pensez par exemple à la logistique, au transport, au consulting. On en fera une séance là-dessus. Regardez le nombre de gens qui vivent mal leur relation avec leurs consultants. Il y a des opportunités énormes par là. Le dernier point, et c'est le dernier point pour vous décomplexer vis-à-vis des problèmes, c'est la question de quel est le bon moment pour se lancer. Ah, c'est trop tard, il y a déjà une micro-solution qui a 3000 utilisateurs. Mon Dieu, ils ont pris une avance incroyable. Alors, 3 choses. Un raisonnement empirique. Le jour où Facebook s'est lancé, MySpace avait 300 millions d'utilisateurs, ça ne les a pas empêchés de les ravager. Et si avec ça, Google n'est pas le premier moteur de recherche, ça doit être le dernier d'une liste complètement extraordinaire, ça n'a pas empêché de ravager tout le monde. Et en fait, contrairement à ce qu'on croit, le fameux First Mover Advantage, le fait de se lancer en premier, ce n'est pas du tout un advantage dans le venture. En fait, First Mover Advantage, ça veut dire all the error before everyone. Et je peux vous dire que ça coûte cher en plus de faire plein de conneries. Donc, First Mover Advantage n'existe pas. Ce qui existe, c'est Late Mover Early Monopoly. C'est après tout le monde et devenir le premier monopole. Deuxième chose, les marchés fragmentés sont des opportunités énormes. Parce que la fragmentation est un problème en soi. Prenons un exemple tout bête. Combien il existe de milliers de solutions pour apprendre l'anglais? Entre les cours, les écoles, les camps de vacances, les summer, je sais pas quoi, les machins, les trucs. Enfin, vous avez une liste incroyable. Il y a donc de la place pour un acteur qui vienne et qui ravage tout le monde et qui prenne 80% du marché. Parce que qu'on le veuille ou pas, on a une tendance incroyable à l'uniformisation et à la normalisation. Les monopoles finissent toujours par émerger sur Internet. C'est un phénomène naturel. Mais tant que personne n'a trouvé la recette magique, il y a de la fragmentation. Et là, troisième chose, c'est que être le premier, ce n'est pas une bonne chose. Arriver dans un marché fragmenté, c'est une chose extraordinaire. Et surtout, avant tout ça, ce qui est le plus important, c'est que le problème que vous attaquiez soit à minima rencontré par une niche qui vous est accessible, qui n'ait pas beaucoup de distance. Par exemple, je suis un peu gêné parce que c'est toujours un passage difficile à expliquer, mais c'est les fameuses dépenses de communication. C'est les fameux raisonnements de type « j'ai développé un produit, il est super, mais j'ai besoin de com pour le rendre accessible aux gens ». Alors ça, je peux vous le dire, c'est très très simple. Si vous avez besoin de com pour lancer le succès de votre startup, vous êtes foutu, ça ne marche jamais. Tous les gens qui ont dépensé de l'argent dans la com, dans leur vie, dans une startup, l'ont perdu. C'est rare que j'ai telle certitude, mais celle-là, je vous l'ai dit. Pourquoi? Parce que tout problème qui compte a naturellement un effet parmi les gens de réseau. Quand vous avez un problème et que vous avez réussi à le résoudre par une solution donnée, vous en parlez forcément à quelqu'un d'autre, à moins que vous soyez un vrai monstre. Et les gens sont rarement des monstres. Et si vous en parlez à quelqu'un, ça veut dire que quel que soit votre niveau de croissance, vous avez forcément de la croissance. Toute idée qui compte, tout problème qui compte, toute idée qui résout un problème qui compte, pour être clair, toute idée qui résout un problème qui compte a forcément de la croissance. Même de la toute petite croissance. Mais la croissance, c'est la vie. Et si vous commencez ne serait-ce qu'avec 3 utilisateurs et que la semaine d'après, vous en avez 4, et la semaine d'après, vous en avez 5, et la semaine d'après, vous en avez 6, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Et s'il se passe quelque chose, alors, vous pouvez vous appuyer dessus et peut-être que la com vous permettra d'accélérer cette croissance.
Mais n'oubliez pas quelque chose de fondamental. La com, ce n'est pas quelque chose qui transforme quelque chose de mauvais en quelque chose de bon. La com, c'est ce qui transforme quelque chose d'inconnu en quelque chose de connu. Et tous les trucs qui vivent sur de la com et sur des effets de com, ça fait toujours la même chose. Ça fait ces courbes incroyables qui montent parce qu'on injecte énormément d'argent. Est-ce que quelqu'un connaît Branchout ici? Ok, la preuve. Branchout, c'est 57 millions d'utilisateurs inscrits sur Facebook. Et personne ne connaît pour une raison très simple, c'est que je suis sûr que plein d'entre vous ont été dessus, mais vous avez oublié. Parce que c'est un truc qui a fait 57 millions d'utilisateurs en 6 mois et qu'aujourd'hui on a 0. Ça n'a jamais servi à rien. Mais ils ont levé 27 millions parce qu'ils ont dit à des gens, regarde, il y a 1 million de personnes qui sont venues la semaine dernière. Et donc ils ont pris 10 millions et ils ont été dire, oh, regarde, il y a 10 millions de personnes qui sont venues la semaine dernière. Donc ils ont pris 57 millions, ils en ont mis 12 dans leur poche. Et ils ont dit, ah putain, c'est vraiment con tout ça. Allez, dernier point et c'est fini pour aujourd'hui. La dernière chose, et c'est la chose à laquelle je vous invite le plus, c'est que finalement réfléchir sur les problèmes, ça permet d'être beaucoup plus confortable sur la sexitude. Et ça permet d'attaquer des choses qui ont vraiment, vraiment pas l'air sexy. Il y a eu une conférence récemment qui s'appelait Unsexy à San Francisco, qui était fascinante. C'était tous les types qui faisaient les business les plus terribles du monde, qui venaient dire « Ouais, j'ose pas en parler à mon entourage, mais je gagne des centaines de milliers d'euros par jour. » Mais personne ne sait ce que je fais. Et c'est là où vous avez les opportunités les plus incroyables. Les entreprises glamour, les entreprises sexy, c'est une chose. Et il y a des gens qui résolvent des problèmes très sympathiques dans ces industries-là. Mais la vérité, c'est que la majorité des opportunités sont dans ce qui a l'air le moins intéressant. Pensez à mon diagramme de tout à l'heure. Et c'est pour ça, enlevez-vous le filtre de la sexitude, enlevez-vous le filtre de la reconnaissance sociale et concentrez-vous sur la seule chose qui compte, à savoir produire de la valeur pour vous, vos employés et toute personne qui compte autour de vous, vos investisseurs si vous en avez, ou votre pays si vous êtes patriote ou quoi que ce soit. Mais c'est ça qui compte. Le fait d'avoir l'impression de faire quelque chose qui fasse rêver les gens, c'est rarement des choses qui durent. Et les vraies choses qui finissent par faire rêver les gens, c'est les vraies boîtes sur le long terme qui bâtissent de la vraie valeur. Pensez Zen Payroll, c'est une des entreprises qui me fascine le plus en ce moment. Ils sont en train de réinventer la paye. Si vous avez payé quelqu'un un jour aux États-Unis, vous saurez. Alors en France, j'en parle même pas d'ailleurs. Mais aux États-Unis, payer quelqu'un, c'est un calvaire. Il faut faire contrairement à ce qu'on croit, il y a énormément de paperasse, il faut faire des formulaires, etc. Et c'est des gens qui ont une interface, vous permettent en un clic de pouvoir payer votre salarié en indiquant simplement le montant et son nom. Et ça lui fait un virement. Ça devrait être comme ça en fait. Et ils s'occupent de toute la paperasse eux-mêmes informatiquement. Cette société inscrit tous les jours 100 millions d'euros de paye de plus que la veille. Pourquoi? Parce qu'ils résolvent un problème qui compte pour tout le monde. Toute personne qui a payé quelqu'un aux États-Unis un jour peut vous dire que c'est une horreur de payer les gens. Voilà, merci beaucoup.